Il est 11h02, je pense qu'on peut commencer. Vous l'avez compris, le thème, ça va être le décret tertiaire, décryptage, et puis mise à jour avec cet arrêté qui est paru au journal officiel le 3 mai dernier, l'arrêté méthode du 10 avril. Décryptage, solutions à mettre en place, outils digital. Mais avant tout ça, nous allons nous présenter. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'Olivier Daldin, du bureau d'études ERES. Et Olivier, je te laisse te présenter en quelques mots ainsi que ta structure. Oui, merci Fabien. Ouais, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Daldin, ingénieur commercial grand compte chez ERES Groupe HTC, qui est un bureau d'études, un cabinet de conseil énergie, réseau, environnement, qui travaille partout en France depuis à peu près une trentaine d'années. Moi-même, j'ai rejoint le groupe il y a plus d'un an, après avoir été notamment dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui pour expliquer un peu mon parcours, ingénieur projet dans un grand groupe, notamment pour les structures tertiaires et collectivités. Je vais passer la parole à Fabien Dubuis, responsable pôle tertiaire d'Energis, pour que Fabien, tu puisses te présenter toi aussi. Oui, merci Olivier. En effet. Donc, je m'occupe du pôle tertiaire, donc dédié notamment aux collectivités, puisque nous avons la chance de compter une quarantaine de collectivités parmi nos clients chez Energisme. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Je les salue. Donc, nous sommes le partenaire technologique d'ERES, pour le coup, notamment. Donc, éditeur de plateforme énergétique, cet outil digital qui vous permet de suivre, c'est le sujet aujourd'hui, votre décret tertiaire. On est une centaine en tant que pur éditeur, donc consacré au développement, à l'évolution de notre outil. Notre outil qui est une plateforme, donc plateforme accessible via un navigateur web qui vous permet, premier axe, de collecter l'ensemble de vos consommations énergétiques et données afférentes, et puis de restituer l'information au travers d'un portail web qu'on vous présentera un petit peu plus tard, justement pour suivre les indicateurs du décret, transmettre les informations vers Opérate, etc., etc. Mais j'en dis pas plus, je reviendrai dessus par la suite. Alors, au menu ce matin, donc jusqu'à midi, évidemment un décryptage du décret avec la mise à jour, et on a bien travaillé dessus parce que c'est plutôt récent, bien qu'en consultation depuis début janvier public, l'arrêté tertiaire, donc périmètre objectif. On vous parlera des indicateurs clés, le sujet évidemment que tout le monde attend de la modulation. Et puis, évidemment, on vous proposera quelques solutions. Donc, c'est toute la deuxième partie de ce webinaire intitulé « Passer à l'action » avec comment définir sa référence, comment tracer sa trajectoire énergétique, comment bénéficier et pourquoi bénéficier de l'accompagnement d'un Energy Manager, et puis le suivi, le socle numérique de cette démarche de gestion énergétique appliquée au décret tertiaire, l'outil digital pour ma performance énergétique. Olivier, c'est à toi, du coup, pour l'introduction sur le décret. Oui, merci Fabien. Vous avez tous, je pense, parce qu'on voit énormément d'informations sur ce sujet en ce moment, pris connaissance de ce décret tertiaire, en fait, qui est issu de la loi Elan. Il est paru au mois de juillet 2019. Il a été complété très récemment d'un arrêté du 10 avril, qui est paru le 3 mai, comme le rappelait Fabien, au journal officiel, qui vient, c'est un premier arrêté qui vient compléter ce décret, c'est ce qui est appelé l'arrêté méthode, qui sera complété d'un deuxième arrêté valeur absolue à venir, qui sont un peu interdépendants. On va vous montrer comment ça s'articule. Les définitions des étapes et des cibles étaient déjà présentes au décret tertiaire en juillet, donc moins 40% en 2030, moins 50% en 2040, moins 60% en 2050, comme vous pouvez le lire, pour tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². Alors, si je regarde qui est concerné, ce sont effectivement tous les bailleurs ou preneurs du tertiaire marchand, non marchand, avec effectivement une répartition de la responsabilité des économies d'énergie à venir
en fonction du bail directement, un bail vert, bail simple, qui va prendre en fait en compte ce qui doit être fait au niveau du mobilier pour le locataire et de l'immobilier pour le propriétaire. Quelques exceptions. Par contre, pour ce qui est des surfaces tertiaires, à partir du moment où on est à plus d'1,80 m sous plafond et plus de 1000 m², on est totalement concerné. Un système de sanctions, alors deux types, des amendes pour effectivement mettre un terme à l'absence de déclaration. On va venir un peu plus tard sur ce qui doit être déclaré, ce qui doit être fait, ou l'absence d'atteinte d'objectifs, et puis surtout une publication, ça c'est un peu nouveau, une publication qui sera consultable par tous, des noms, alors ce ne sera pas simplement les contrevenants, ce sera en fait de tout le monde, avec atteinte ou non des objectifs et publication des références et des, comme on va le voir tout à l'heure, consommation relative. Alors, ça m'amène directement à la slide suivante, qui est les indicateurs. Alors, hop, super, pardon. Alors, les objectifs qui ont été définis, ils sont, comme on a identifié, une référence qui doit amener dans des pas décennaux à des objectifs de réduction de consommation énergétique de moins 40, moins 50 et moins 60% en 2050, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a des termes un peu abscons qui ont apparu à l'écran. Donc, c'est le CRF qui sera la consommation de référence, exprimée en kilowattheures par an et par mètre carré. Vous avez un CRELAT ou consommation relative qui sera en fait l'objectif à atteindre et qui, par décret, est défini et par l'arrêté méthode paru, a été défini comme étant 1-0,4 fois la référence en 2030, soit 40% d'économie d'énergie en 2030, etc., etc. Vous l'aurez compris, c'est 1-0,5 pour 2040 et 1-0,6 pour 2050. Un autre indicateur qui doit apparaître, qui doit être précisé dans un prochain arrêté, ce sont les niveaux de consommation maximum définis par la formule que vous voyez en bas à droite. Le niveau de consommation maximale exprimé lui aussi en kilowattheures par an et par mètre carré, qui se réfère à une utilisation, use, mais aussi à un niveau de consommation énergétique de l'ambiance thermique. On va faire un point un petit peu plus détaillé sur ces indicateurs. Donc Olivier, là finalement, on a deux manières d'atteindre nos objectifs dans le décret tertiaire, là, à 2030. C'est soit j'atteins un niveau relatif, ce fameux CRELAT que tu as présenté, donc une économie, soit je me libère avec un niveau de consommation qui sera inférieur à ce CAP, cette consommation absolue, consommation max, qui est finalement un seuil libératoire. Oui, tout à fait. Donc, deux modalités de définition. Maintenant, aujourd'hui, Fabien, pour ne rien cacher, parler du CABS, du CVC, du USE, c'est un peu prématuré parce qu'on n'a pas la visibilité de l'arrêté valeur absolue qui doit paraître. Donc, c'est un peu la seule réserve que j'aurais aujourd'hui sur le décret tertiaire. On est quand même dans l'attente d'une précision qui n'est pas moindre, qui est ce niveau de consommation d'énergie finale. Donc voilà, je l'ai repris là un petit peu plus en détail pour que tout le monde voit. On a bien une consommation de référence, on a bien une consommation relative avec les 3 steps que je vous ai décrits, qui sont des steps décennaux. Ce qu'on a vu dans la slide précédente, c'est que nous imaginons, parce que c'est indiqué dans l'arrêté méthode, que de la même façon, les niveaux de consommation d'énergie finale seront donnés avec des pas décennaux et tous les 10 ans revus à la baisse. On ne parle que de ces indicateurs-là. On n'a pas entendu parler de réduction de la surface minimale, par exemple, d'application
du décret tertiaire. Aujourd'hui, on parle bien de 1000 m² minimum dans une unité foncière, dans un ensemble de bâtiments, mais on n'a pas entendu parler d'une éventuelle diminution de cette surface. C'est le seul point supplémentaire que l'on peut indiquer à ce moment. Alors, si on continue le détail de ces indicateurs, et évidemment la référence, tout le monde a une consommation de référence, elle est liée bien évidemment à une zone climatique dans laquelle est situé notre bâtiment. La nouveauté, c'est qu'on parle aussi, on va parler d'altitude. Ça, c'est un peu nouveau dans la définition de la référence. Donc, ça va être pris en compte pour ajuster cette référence. Les variations climatiques. Après, il y a des ajustements des consommations. Ça, c'est encore une particularité de l'arrêté méthode. On a un indice pour le chauffage et le refroidissement, parce que l'arrêté méthode et le décret tertiaire se réfèrent à toute l'ambiance thermique d'un côté et aussi l'usage qui est fait de l'énergie de l'autre. Et pour ajuster cette consommation thermique ou climatisation ou ventilation à la surface, il y a des possibilités en fonction de l'existence ou non, comme vous le voyez en dessous, de l'existence ou non de compteurs d'énergie qui seraient des compteurs divisionnaires qui permettraient d'être très discriminants. Si ce n'est pas le cas, on peut se référer en fait à la surface chauffée ou refroidie, ce qui va être, je pense, aujourd'hui la majorité des cas dans les collectivités, n'étant pas soumis comme par exemple les bureaux à des plateaux modulables et qui puissent être loués à différents locataires. Très souvent, le comptage divisionnaire n'existe pas. Donc, il va falloir vraiment prendre en compte la surface chauffée ou refroidie, ce qui permettra d'ajuster cette consommation de référence. Donc, on continue dans les autres indicateurs qui ont été indiqués, donc les niveaux de consommation maximale d'énergie. Je ne sais pas si ça passe à la slide suivante. Donc, comme je vous le disais, ce niveau maximal de consommation d'énergie, exprimé en kWh par mètre carré, va se référer à tout ce qui est CVC, c'est-à-dire l'ambiance thermique, et tout ce qui n'est pas CVC et qui est du ressort de l'usage et qui sera défini de la même façon par activité, par occupation. Alors, on attend effectivement de voir comment vont être découpés les différents usages et comment vont être définis les différents niveaux de consommation en fonction et de l'activité et de la zone thermique et de l'altitude. Donc ça, c'est la grande inconnue aujourd'hui dans le décret tertiaire, c'est la définition de ces indicateurs qui rentrent, alors, parce que c'est quand même ça ce qui nous amène à faire un point dessus. Ces indicateurs vont rentrer dans la modulation de l'objectif. Donc c'est un peu compliqué, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'on a besoin de savoir pour le CVC, pour le use, pour le CABS, comment ils vont être définis, avec quelle valeur, pour faire la modulation des objectifs de réduction de vos consommations énergétiques. Mais en pratique, voilà comment ça va se passer. Vous allez avoir donc votre surface, quelle qu'elle soit, qui va être définie par sa consommation de référence, en fonction de la surface, sur une année de référence, qui, obligatoirement, par décret, et ça a été confirmé dans l'arrêté méthode, doit être définie entre 2010 et 2020 exclusivement. Ce n'est pas forcément une année calendaire, c'est une année 12 mois glissant. Donc, on va avoir un prorata d'une année 2016, par exemple, et d'une année 2017,
en fonction du nombre de mois qu'on a pris en 2016 ou 2017, s'il y a une année prévalente, on va nommer cette année par défaut l'année avec le plus de mois prévalents. Donc, si j'ai 6 mois en 2016 et 6 mois en 2017, je pense qu'il va falloir aller comparer ce qui a été pris dans l'une ou dans l'autre. Donc, celle qui aura la plus forte consommation l'emportera. Mais bon, a priori, on peut imaginer qu'on aura 4 mois d'un côté et 8 mois de l'autre. Et on nommera l'année de référence sur laquelle on a pris le plus de mois de consommation. Et puis, on aura des niveaux de consommation et c'est là la nuance qui va effectivement apporter quand même beaucoup de granularité au comptage et à la finesse du type de consommation. Ça ne va pas être seulement une consommation brute, ça va être mais comment je l'utilise, quelle est mon utilisation, mon intensité d'utilisation, mon type d'utilisation. Et là, on va bien discriminer en fonction de l'utilisation faite de la surface. Donc, par exemple, je vais avoir de l'air comprimé dans les équipements sportifs que je n'ai pas dans les bureaux. Je vais avoir dans la cantine scolaire du froid négatif que je n'ai pas dans mes équipements sportifs, etc., etc. Donc, à chaque fois, on va avoir un CVC qui va être lié très certainement au type d'utilisation et un use lié de la même façon au type d'utilisation. Il y a des variables qui vont toujours entrer en jeu qui sont les mêmes, qui sont les variables liées au climat, qui sont liées à l'utilisation et surtout au pourcentage de surface. Alors, le pourcentage de surface va lui aussi jouer un rôle important, pardon. Ce rôle, ça va être de dire que si mon activité diminue, mon occupation diminue, par contre, ma consommation de référence, elle étant en kilowattheure par an et par mètre carré, elle doit diminuer de la même manière. C'est à proportion à utilisation à occupation égale et corrélée à la rigueur climatique. Bon, Fabien, j'espère que j'étais assez clair. Oui, alors je pense que si je peux me permettre de rajouter quelque chose, donc là, ce cas pratique qui n'est pas facile à faire, mais obligatoire, je pense, si on veut défricher un peu cet arrêté. Pas facile parce qu'on n'a pas encore ces niveaux ces valeurs d'intensité d'usage qui seront apparaître dans l'arrêté seuil. Mais en résumé, vous avez encore ce CREF et ce CEAPS qui sont les deux méthodes finalement pour définir un objectif décret tertiaire. Vous atteignez l'un ou l'autre qui est, rappelez-vous, soit par rapport à ma référence, je diminue de 40% d'ici 2030, soit par rapport à ma consommation absolue, j'atteins un seuil libérateur. Ça a été fait quand même pour des bâtiments beaucoup plus récents ou des bâtiments sur lesquels il y a eu un effort déjà de réaliser, de dire voilà, on considère et on va revenir de toute façon sur des niveaux réglementation thermique, je pense qu'ils n'auront pas réinventé la poudre dans l'arrêté seuil, de dire vous atteignez 50 kWh, je donne un chiffre au hasard, ne m'en tenez pas rigueur, mais vous comprenez d'où il vient. Par mètre carré pour ma surface de bureau, c'est un seuil libératoire compte tenu, on va dire, de la correction climatique et j'atteins mon objectif décret tertiaire pour 2030. Ce CAPS, au travers de ses composantes CVC et use, il va évoluer de manière décennale, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques qu'on a vues précédemment, les intensités d'usage qui permettent de définir le use et le CVC, vont être redéfinies au niveau de l'opérateur qui est l'ADEME, on ne l'a pas souligné, de cette plateforme Opérate qui va régir un petit peu en grande partie l'avancée de cet arrêté, sera redéfini donc tous les 10 ans. Donc, j'ai mon CAPS finalement sur la droite qui est calculé par rapport à ces composantes-là. Donc, la donnée d'entrée, finalement, pour moi, c'est des usages dans mon bâtiment, des activités hébergées, des occupations, comme on a vu tout à l'heure. Et à la fin, ça va me définir un niveau en kilowattheure par an par mètre carré, 50 par exemple, comme je disais tout à l'heure. Et de l'autre côté, sur la gauche, ma consommation de référence, avec cette donnée d'entrée pour le coup, qui va être ma consommation réelle, que je vais aller récupérer sur mes factures ou points de livraison. En tout cas, il est précisé que ce ne sera pas forcément une facture d'ailleurs, on va dire tout élément qui permet de justifier une consommation sur une année de référence choisie dans mon bâtiment. Donc,
consommation d'énergie d'entrée, électricité, gaz, chaleur, froid directement, etc. Et le tout, chaque fois, ramené à la surface, corrigé climatiquement et puis également en fonction d'un certain rythme d'utilisation et d'une activité. Donc, grosso modo, ça va me calculer ces indicateurs-là et vous avez compris la complexité. Ici, c'est de bien connaître son patrimoine, ses usages, ce type d'activité, comment le bâtiment est occupé, comment il est utilisé, où est-ce qu'il est localisé, ça en général c'est plutôt facile, et de bien connaître également ses consommations d'énergie pour être en mesure de fabriquer ces deux références qui, rappelons-le, les éléments doivent être transmis d'ici le 30 septembre 2021 pour la première fois vers Opérat. Oui, oui, merci Fabien de toutes ces précisions. Je préciserai, on n'a pas mis volontairement de chiffres de mètres carrés, de kilowattheures par an et par mètre carré. Pourquoi? Parce que dans les patrimoines des collectivités, vous avez absolument tout type de bâtiments. Vous avez des mairies qui sont du début 20e, vous avez des éléments qui sont très récents, des groupes scolaires qui ont été réalisés très dernièrement, dont le comportement climatique est totalement diversifié. On a des utilisations qui sont toutes liées à des temporalités différentes. Donc, on attend un petit peu de voir plus clair pour notamment le CABS CVC Use, pour savoir comment ça va être discriminé et combien de classes vont apparaître. Je vais continuer donc pour qu'on puisse avancer parce qu'on a quand même une présentation assez dense, mais l'arrêté et le décret sont un peu complexes à mettre vraiment à clarifier aujourd'hui avec les éléments qui nous manquent. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a une référence, qu'on ajuste, on a une modulation d'un objectif qui est possible. La modulation, elle va être liée à des raisons techniques, architecturales ou patrimoniales, à un volume d'activité, à une rentabilité des travaux qu'il va falloir envisager ou des investissements sur le matériel qu'il va falloir envisager ou des changements de pratiques et d'utilisation du bâtiment qu'il va falloir envisager. Donc ça, c'est du rôle de votre chargé de patrimoine, de votre responsable de patrimoine ou d'un energy manager de voir avec vous l'état des lieux du patrimoine et de comprendre ce qui doit être fait, comment ça doit être fait, dans quelle mesure, qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui est totalement irréaliste. Alors, je profite, j'ai vu une petite question posée sur le décret du 10 avril paru le 3 mai. Il parle bien des CVC Use. Est-ce qu'il y a un décret à venir? Alors, ce ne sera pas un décret qui va venir là-dessus, c'est un arrêté et qui doit paraître en cours d'année. Voilà, j'ai répondu très rapidement à cette petite question parce qu'on est vraiment dedans et ça nous permet de comprendre. Alors, cette modulation des objectifs qui est rendue possible par la définition des éventuelles problématiques rencontrées au niveau du bâtiment, alors elle est très encadrée. Elle est très encadrée, il doit y avoir un dossier technique. Ce dossier technique, il doit prendre en compte, il doit être fait sur la base d'une étude énergétique du bâti opposable de type audit THCEX avec une méthode bien définie et une étude énergétique des équipements ou une simulation thermodynamique. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est important. On a l'obligation de montrer tout ce qui est faisable et de dire « Ah non, ça va me coûter trop cher », mais ça, il faut une note de calcul des temps de retour brut avec des TRI bruts maximum qui sont indiqués à l'arrêté méthode et qui doivent tenir compte des aides mobilisables. On y reviendra aussi. Et il y en a quand même beaucoup dans les bâtiments publics. Vous le voyez, on y reviendra tout à l'heure rapidement. Donc, aujourd'hui, j'ai mon bâtiment, je ne peux pas simplement dire c'est pas possible, il faut que je justifie avec un dossier technique complet et argumenté.
passer à l'action. Je pense qu'effectivement, il est temps. Donc, on vous montre rapidement, Fabien, quelques éléments pour En effet, passer à l'action. Et premier sujet, définir l'année de référence alors. Exactement. Et c'est là que je reviens sur ce que tu as présenté avec le système Opérate, qui sera effectivement l'endroit où, au final, toutes les données devront être déposées avec une première date limite qui est le 30 septembre 2021, où toutes les années de référence doivent avoir été définies pour l'ensemble des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m². Donc, c'est bientôt. Ça demande un petit peu de travail en amont. Alors, le travail, c'est effectivement, comme vous le voyez là, en 4 étapes simples, de déjà récupérer toutes les données, savoir où elles sont, structurer pour se retrouver avec des consommations de référence qui sont en kilowattheures par mètre carré par an. Ça demande effectivement déjà de regrouper tous les kilowattheures qui rentrent dans le calcul, ceux qui sont des kilowattheures qui doivent être retirés du calcul, comme par exemple des bornes de recharge IRVE qui seraient sur mon patrimoine. J'ai besoin de récupérer toutes mes chaudes. Est-ce que j'ai bien toutes mes surfaces habitables de plus d'1,80 m définies? Voilà, il y a un petit peu de recherche à faire. Après, il faut normaliser. Donc, on regarde avec kilowattheures d'énergie finale. C'était une question. Exactement. Finale. Donc, on a pris les énergies primaires. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de préciser cette petite chose. Tu m'y fais penser, Fabien, merci beaucoup. Pour tout ce qui est de la conversion des énergies primaires en énergie finale, les taux de conversion sont fournis à l'arrêté méthode, y compris pour les gaz à effet de serre, sachant que l'arrêté méthode ne fait pas directement de relation au gaz à effet de serre émis, mais ce que l'on comprend, c'est que tout ce qui doit être trouvé ne doit pas être générateur de plus de gaz à effet de serre que la solution actuellement en place. Après, il y a besoin, une fois qu'on a tout normalisé, tout concaténé, d'analyser les données pour trouver l'année de référence représentative et passer le tout sur la plateforme Opérate. Donc, une fois qu'on a mis en 2021 sur la plateforme Opérate, on a 10 ans pour atteindre notre consommation relative ou notre CAPS 2030. On attendra de voir ce qui est donné. Et ce qu'on comprend bien, c'est que pour faire, si on est obligé d'aller jusqu'à 40% de consommation en moins en 2030 pour ceux qui ont fait beaucoup d'entre vous, nombreux d'entre vous qui ont déjà mis en place des solutions de réduction des consommations énergétiques. Vous voyez l'enjeu sur 10 ans, donc c'est énorme. Donc il va falloir effectivement mettre en place un véritable système de management de l'énergie et le suivre très régulièrement, avec un point de transmission Opérate chaque année, obligatoire au mois de septembre. Je continue. Voilà. C'est la même chose tous les ans jusqu'en 2050. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un SME bien défini et d'avoir dans la perspective les possibilités de mon bâtiment. On voit là aujourd'hui tout l'intérêt d'un état des lieux affiné, fiable, bien défini, avec des plans d'action qui ne se limitent pas à quelques années. Donc, les leviers d'action, c'est effectivement tout ce qui est enveloppe, efficacité de production, le nécessaire suivi d'exploitation. L'adaptation des locaux, alors ça, c'est effectivement un des éléments de l'arrêté méthode, c'est la bonne utilisation de mon est-ce que j'ai rationalisé l'usage de mon bâtiment? Et puis, il y a effectivement la dernière part, et non des moindres, qui est l'usage. On l'a remarqué dans quelques bâtiments basse consommation, voire énergie positive, que dès que l'usage qui en effet n'est pas bon, on dépasse totalement les objectifs. Là, c'est tout le rôle d'une société comme RS d'Energy Manager et à différentes étapes, regarder les outils, les leviers, les points nécessaires qui vont permettre d'obtenir la garantie des réductions de mes consommations, que ce soit de l'audit
jusqu'à l'animation du SME et des rédactions de guides des bonnes pratiques pour les futurs utilisateurs. C'est très important d'avoir effectivement en tête que ça va du bâtiment jusqu'à l'utilisateur. Je vous rappelle que les deux sont concernés dans le cadre des éventuelles amendes. Donc, un Energy Manager, il a un rôle de consolidation des données patrimoniales. Nous, on a la possibilité d'avoir des méthodologies d'analyse qui sont bien définies. Je vais y revenir juste après. On a une expertise des aides modélisables et on peut vous accompagner dans le suivi des données jusqu'à la transmission opérate automatisée des validations chaque année. Donc, on a 3 points clés qui sont effectivement la consolidation, une méthodologie fiable avec des plans d'action définis et un suivi des données qui permet de vérifier le bon suivi des plans d'action. Les outils majeurs de la définition de l'état des lieux, ça va être la simulation thermique dynamique qui va permettre de zoner le comportement du bâtiment. C'est très important parce que ça permet de mettre les bonnes solutions aux bons endroits dans le bâtiment. Le bâtiment n'a pas un comportement homogène tout au long de la journée. C'est lié directement à son environnement et à son implantation. On voit un diagramme bioclimatique du bâtiment sur la droite qui explique un petit peu comment se comporte le bâtiment tout au long de la journée, de l'année. Ça permet notamment de regarder les zones de demi-saison qui sont extrêmement consommatrices, le printemps ou l'automne. Une fois qu'on a fait ça sur un bâtiment, il faut être capable de le décliner sur tout son patrimoine. Et pour ça, il faut avoir un outil simple d'analyse et de visualisation qui est capable de rentrer tout ce qui est sorti de la simulation thermique dynamique ou de l'audit THCEX et de le mettre en perspective, en priorisant. Donc ça, c'est typiquement le rôle d'un cabinet comme ERES et nous faisons de l'energy management de nos clients depuis de nombreuses années aujourd'hui. Donc, on arrive directement là sur la plateforme de suivi qui va accompagner cet effort et je vais peut-être repasser la parole à Fabien qui va nous décrire plus précisément cet outil dans le cadre de notre partenariat. Fabien, c'est à toi. Oui, je te remercie Olivier. Donc en effet, vous l'avez compris, c'est un sujet plutôt complexe, décret tertiaire, et l'arrêté méthode le précise. Donc l'idée est d'avoir, quand on est justement sur ce type de sujet-là, plutôt complexe, multisite, avec des informations plutôt hétérogènes, plusieurs acteurs, un outil d'aide à la décision, à la mesure de ce qu'est cette réponse à cet enjeu décret tertiaire. Et l'outil qu'a choisi ERES et la plateforme Energys, que je vais vous présenter là dans la foulée. Donc plateforme, j'ai introduit tout à l'heure dessus, plateforme disponible en ligne via son portail web. Donc, qui abrite des fonctionnalités de cartographie dynamique, de tableau de bord, de suivi d'action, de contrat de performance énergétique, de gestion de vos plans de comptage, de gestion documentaire et évidemment de modélisation prédictive. Donc, c'est un portail web qui se veut multisite, qui est assorti d'une application smartphone pour aller collecter de la donnée, qui est complètement personnalisable et multi-utilisateur. C'est l'outil qui est au centre, le socle de cette démarche énergétique d'une manière générale et plus particulièrement ici appliquée au décret tertiaire, où vont venir travailler tous les parties prenantes, justement l'Energy Manager, pour le coup, qui est ERES, vous-même dans la collectivité, votre propre écosystème, exploitant technique, différents services de la collectivité, que ce soit sur le pur suivi énergétique, que ce soit sur l'achat d'énergie, que ce soit sur la RSE, la valorisation environnementale, un seul et même outil finalement qui permet de suivre l'ensemble de cette démarche. Alors, comment ça fonctionne? On l'a souligné tout à l'heure, l'importance, et tu l'as bien fait Olivier, pour l'Energy Manager qui est ERES, d'avoir une donnée nombreuse, enfin disponible et fiable pour déjà, avant de passer à l'action pour réaliser des économies d'énergie, être en capacité
de répondre aux obligations des décrets tertiaires en transmettant donc toutes ces informations vers la plateforme Opérate à partir du 30 septembre 2021, pardon. Donc cette donnée, elle provient à la fois de vos fournisseurs, donc ce type d'outil digital est en capacité de se connecter aux bases de données de vos fournisseurs d'énergie, que ce soit du Engie, que ce soit du Gaz de Bordeaux, du Total Direct Energy. L'idée est de collecter automatiquement, vous l'avez compris, hein, c'est le principe quand on veut quelque chose de fiable et gagner du temps, que ce soit auprès de vos gestionnaires de réseau de distribution, ici Enedis GRDF, par exemple. Donc, on est sur un autre type de données, là, avec un pas, par exemple, de 10 minutes pour des courbes de charge qui vont nous servir à la fois à reconstituer vos index, mais aussi à identifier un potentiel d'économie d'énergie, vos flux contractuels, mais aussi tous vos flux capteurs. On a parlé de cette sectorisation déjà nécessaire des consommations, refroidissement en chauffage, cette nécessité aussi de pouvoir suivre des usages de manière différenciée dans le but de demander des modulations. Donc, se connecter à vos systèmes GTB, à des capteurs IoT, remonter toute la donnée possible très simplement via l'Internet de l'énergie, finalement, vers la plateforme. Vos flux patrimoniaux, comprendre hein, évidemment quel est mon patrimoine, où sont situés mes bâtiments, quels points de livraison ils sont liés, quelle surface, quelle activité. On l'a vu, cette importance de pouvoir dissocier les activités, les usages dans le bâtiment en plus de l'occupation. Donc, ce sont les informations patrimoniales collectées par l'import de templates, collectées par des API, donc des flux informatiques, encore une fois, avec les bases de données de vos systèmes d'information patrimoniaux et métiers d'une manière générale, ces flux d'index et puis ces autres flux liés à l'open data ou à des services web comme les données météo. On l'a pas souligné, mais l'arrêté tertiaire va prendre comme référence les informations Météo France, donc on est déjà connecté d'ailleurs à ces centrales météo là. Donc l'idée c'est que l'outil va permettre d'aller chercher directement l'information type degré jour unifié hiver ou DJ Clim, donc pour l'été, DJE comme appelé dans l'arrêté tertiaire, sur la station météo la plus proche et puis reconstituer votre année de référence. Donc je remonte tout ça dans mon cloud, c'est une solution proposée uniquement en cloud pour faire du multisite. Je normalise cette donnée, je reconstruis mes indicateurs et je restitue le tout déjà dans des outils de reporting. C'est ce qu'on appelle le portail utilisateur, des purs outils de reporting qui me permettent de construire cette démarche décret tertiaire et des outils analytiques de modélisation, etc., qui permettent d'aller chercher ces économies d'énergie. Vous le voyez évidemment, point très très important, de garantir cette interopérabilité finalement, ce lien avec la plateforme Opérate, donc qui va être opérée par l'ADEME, hein, parce que c'est un des points du décret tertiaire, c'est officiel, même si on l'avait déjà bien compris, c'est l'ADEME qui va piloter cette démarche-là et construire cette plateforme Opérate. ADEME qui d'ailleurs est client Énergisme, on monitore les 30 bâtiments à travers le monde du patrimoine de l'ADEME, donc qui vont servir de modèle d'ailleurs à l'application de ce décret tertiaire. J'y reviens tout de suite. Opérate, donc les flux avec cette plateforme-là, donc obligation pour septembre 2021 de transmettre de l'information, c'est ce qu'on voit dans le bas de l'écran. Donc l'idée, c'est que vous avez possibilité évidemment d'aller rentrer cette information-là à la main dans la plateforme Opérate. Ce que je vous conseille quand vous avez un seul bâtiment, l'idée d'avoir une plateforme, un outil tel que la plateforme ERES opérée par Énergisme, c'est des cas complexes. Voilà, vous êtes un conseil départemental, vous avez une cinquantaine de collèges, une centaine de bâtiments administratifs, vous n'allez pas tout rentrer à la main, l'outil va le faire pour vous. Donc, ce sont encore une fois des flux informatiques, format CSV pour pousser de la donnée, des échanges de données type API, comme avec des fournisseurs d'énergie, donc des dialogues cloud to cloud. C'est ce que permet de faire la technologie, c'est exploité à fond par nos 70 développeurs chez Énergisme pour pousser directement à la fois vos activités tertiaires, votre base patrimoniale, les surfaces associées par activité, votre année de référence calculée, les consommations évidemment d'année d'énergie finale associée, les consommations annuelles d'énergie finale tous les ans, les indicateurs d'intensité d'usage s'ils varient, les plans d'action, etc.
Tout ça est poussé sur la plateforme Opérate. En retour, la plateforme, elle est capable finalement de vous générer une attestation de dépôt qui va revenir directement se ranger dans votre plateforme Énergisme par bâtiment, par site. Elle va vous renvoyer votre CERELAT calculé, qu'on peut soit dit en passant calculer directement dans la plateforme Énergisme, votre consommation absolue, vos émissions de gaz à effet de serre calculées, parce que rappelez-vous, l'arrêté demande de ne pas finalement détériorer votre situation quant à l'émission de gaz à effet de serre, et puis l'énergie finale réaffectable. Donc, quand vous atteignez un de ces seuils, CERELAT ou CEAPS, le surplus, vous pouvez le lisser sur d'autres bâtiments de votre patrimoine qui n'auraient pas encore atteint cet objectif-là, et on renvoie cette donnée et vous allez pouvoir le faire directement dans la plateforme Énergisme. Évidemment, vous avez accès à des statistiques personnelles et grand public qu'on entend aussi pouvoir monitorer à des fins de benchmarking, et cette fameuse notation qui qualifie l'avancée justement de votre démarche décret tertiaire. Encore une fois, comment alors juste quelques exemples sur la phase de préparation sur l'atout d'un outil digital pour vous-même, pour votre Energy Manager. Va être déjà de pouvoir avoir cette cartographie énergétique du patrimoine, j'y reviendrai juste après, c'est l'exemple que je vous développerai, va vous permettre d'avoir cette connaissance de vos systèmes énergétiques, savoir ce que je consomme dans mon bâtiment, ramener ces consommations, évidemment, à les monitorer, comme on l'a vu précédemment, connecter tous ces compteurs, toutes ces factures, tous ces index relevés manuellement, va vous permettre évidemment de vérifier en masse les données. C'est obligatoire avec des applications, par exemple, dédiées à la vérification de vos factures. Vous voyez tout de suite l'autre utilisation qu'on peut en faire quand on est une collectivité, qu'on doit traiter des factures en masse de bâtiments ou d'éclairage public. Plutôt que de faire de la saisie manuelle, là, je les ai automatiquement dans l'outil et l'outil va les vérifier pour moi. Est-ce qu'il y a des erreurs administratives, des erreurs de calcul énergétique? Donc, l'outil fait ce calcul pour moi et m'informe des éventuelles anomalies constatées, et évidemment, la construction et le suivi des indicateurs de référence liés notamment aux décrets tertiaires, les CRF, CERELAT, CEAPS, etc. Alors, juste le sujet sur lequel je voulais revenir, dans la construction de cet indicateur, de cette référence, c'est vous qui en faites le choix, et puis dans finalement l'organisation, la normalisation de votre base patrimoniale qui doit être transmise à l'ADEME. La plateforme permet finalement, va vous guider dans la construction de cette base-là. Donc, vraiment par de l'import en masse de templates, par de la saisie manuelle, par vos équipes, ou encore justement au mieux par des liens avec vos SI patrimoniaux pour dire, voilà, moi j'ai tel bâtiment à telle adresse. Vous voyez que ça va faire le lien automatique avec la station météo. Et puis, j'ai telle activité hébergée dans ce bâtiment-là, sur telle surface. Et puis, je vais renseigner aussi, est-ce que derrière, il y a des compteurs ou pas, pour être en mesure de travailler sur des données réelles. C'est à mon avantage, et de la transmettre vers la plateforme Opérate. Évidemment, la plateforme va me permettre déjà, avant de les suivre, de calculer toutes ces références. Donc, par exemple, évidemment, on en a entendu parler tout le long, ma consommation d'énergie finale, toujours ramenée à la surface et corrigée climatiquement. Donc, sur une période qui se veut postérieure à 2010, l'idée, c'est que je vais aller pouvoir choisir ici directement ma période glissante de référence. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire à la main ou sur un Excel, ou qui prendra un temps fou. L'idée ici, c'est de gagner du temps et de la fiabilité, de l'avoir en quelques clics. Donc, vous voyez, l'outil va vous permettre à vous de faire bouger ce curseur et de choisir directement votre bonne période de référence, c'est-à-dire celle qui valorisera le plus les travaux entrepris jusqu'à présent, donc la moins bonne consommation d'énergie finale par mètre carré ou par an, ou vous la proposez automatiquement à l'échelle de votre unité foncière, de votre bâtiment, ou sur l'ensemble de votre parc. Donc, c'est à ça que ça sert un outil digital, en plus de faire du reporting, de connecter toute votre donnée, c'est-à-dire vraiment de créer le socle numérique de votre démarche, c'est vous faire gagner du temps et de la fiabilité, déjà pour choisir une référence. Voilà. Sur la partie agir, Olivier en a parlé tout à l'heure, et ça, c'est des outils qui plaisent à Erez. Ce qui va permettre d'être plus pertinent dans sa démarche et d'aller chercher ces économies et d'aller les chercher de manière la plus rentable possible, en privilégiant au départ notamment
et bien évidemment les actions d'optimisation, notamment grâce à un suivi d'alerte sur dérive, donc des alertes remontent, des alertes ceinture seuil, des alertes sur modèle qu'on voit en bas là sur le point numéro 3, où cette plateforme vous permet vraiment de modéliser vos consommations en fonction de divers facteurs d'influence, par exemple évidemment une consommation de chauffage vis-à-vis de la température extérieure, donc des GIU. Voilà, là la plateforme, et c'est une innovation, permet vraiment de vous proposer le bon modèle, la bonne régression linéaire selon plusieurs facteurs d'influence et de vous dire attention, vous êtes dans le modèle, vous n'êtes pas dans le modèle. J'y reviendrai juste après. Évidemment, cibler les sources d'économie, donc c'est pouvoir travailler la gestion, finalement, connaître les intermittences de fonctionnement de mes équipements et de me dire déjà est-ce que l'énergie est bien consommée quand il y en a besoin. En plus d'identifier les postes évidemment les plus énergivores et puis pourquoi pas être en capacité d'aller étudier un talent, c'est ce qu'on voit en bas à droite sur cet exemple de widget. Il faut comprendre que tous ces tableaux de bord, il y en a des dizaines, il y en a des milliers sans prétention, je dis il y en a des milliers parce que ces tableaux de bord sont entièrement modulables. Tous ces widgets que vous voyez, ces courbes, ces secteurs, ces nuages de points, etc., l'Energy Manager et vous-même a possibilité, via un système de glisser-déposer, d'en créer autant qu'il veut et d'appeler la donnée. Donc, des tableaux de bord, vous pouvez en créer de manière infinie. Et l'idée, c'est de vous accompagner pour créer des tableaux de bord pertinents ou du moins que votre Energy Manager le fasse pour vous. Le dernier point, évidemment, c'est construire cette trajectoire énergétique, donc être en capacité non pas à décrire des actions dans un rapport qui sera rangé dans un tiroir, mais plutôt de les saisir directement dans votre plateforme collaborative de gestion énergétique et puis d'en suivre le résultat. Donc, grâce à cette modélisation, de dire OK, ça c'est l'action qui a été choisie par mon Energy Manager sur mon plan d'action sur 10 ans. Je vais vérifier déjà est-ce qu'elle a été mise en place. Je suis en capacité de le suivre, de consolider ce plan d'action dans la plateforme et est-ce que l'économie a réellement été atteinte. Et ça, on peut le faire grâce au monitoring énergétique. Petit coup de pouce pour se lancer. Ce type de plateforme permet, grâce à notre API avec le distributeur électrique Enedis, de pouvoir récupérer toutes vos informations courbes de charge, puissance souscrite, etc., liées à vos contrats de fourniture électrique sur la part acheminement et de vous proposer tout de suite des améliorations, donc des nouvelles puissances souscrites sur les différentes classes euro-saisonnières et puis derrière, de valoriser ces résultats d'un point de vue financier en vous montrant exactement comment vous allez économiser. Et là, c'est une source de financement finalement de votre action des critères tertiaires, de votre politique globale d'économie d'énergie. Et très simple, c'est la première, optimisation de vos contrats. C'est un algorithme qui tourne, tout ça est automatique. Vous connectez la plateforme récupère vos données Enedis et vous propose tout de suite l'optimisation site par site de vos consommations, de la part acheminante de vos consommations d'énergie. En conclusion, je dirais que finalement, cette association entre on aime bien dire le médecin et le thermomètre, donc le conseil, l'Energy Manager qui est Erez et la plateforme qui est Energisme, va vous permettre finalement de garantir l'atteinte des objectifs de votre démarche des crédits tertiaires et les obligations, donc en gagnant du temps et en fiabilisant cette démarche, en lui donnant un socle finalement et des éléments certificateurs. Rappelez-vous, quand vous mettez en place vos dossiers techniques, demandez des modulations, il faut le prouver. Mutualiser évidemment avec mes autres démarches énergétiques, c'est hyper important, hein, c'est tout, on va dire, le thème de cette conclusion qui est de transformer une contrainte en opportunité. Donc, vraiment lier tout ça à un PSAT, lier cette démarche-là à une stratégie globale d'amélioration environnementale et énergétique. Et puis, évidemment, d'assurer sa rentabilité économique. On vous propose ici de financer, et au-delà même, votre démarche des critères tertiaires. Et évidemment, pour ma collectivité, d'une manière générale, je vais réduire toutes les charges afférentes à l'énergie. Et ça, c'est bon, je réduis mon impact écologique, j'augmente le confort et le bien-être de mes concitoyens. Ça, c'est ce que vous faites tous les jours et ça en fait partie. Et j'agis complètement, finalement, pour la résilience urbaine. Et évidemment, il y a quelques prérequis pour atteindre, on va dire, ce niveau-là, c'est d'avoir un état des lieux solide de son patrimoine, hein, c'est ce qu'on a vu. Il faut le connaître, il faut aussi en tracer ses évolutions. Il faut avoir une stratégie d'énergie management long terme. Hein, le décret tertiaire nous amène
jusqu'à 2050 pour le coup. Et puis, sur ces années-là, il faut évidemment être en capacité d'avoir un suivi performant, évolutif très important. Vous l'avez compris, quand je me lance dans une démarche de suivi de mes consommations, il faut qu'elle puisse évoluer en fonction de la réglementation. Le décret tertiaire et ses arrêtés d'application en sont parfaits exemples. Tout ceci évolue et le but, c'est pas de déposer tous les 2 ans ma démarche et de recommencer à zéro. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi, Olivier. J'espère que c'était plutôt clair. On est sur un bon timing, je pense, et ce qui nous laisse 10 bonnes minutes, justement, pour répondre à vos questions. Et des questions, Fabien. Et des questions, Fabien, il y en a. Alors, j'ai commencé à répondre à certaines d'entre elles. Tu m'entends? Oui, bien sûr. Voilà, alors j'ai commencé à répondre à certaines d'entre elles et il y a beaucoup de questions sur effectivement ce qui doit être transmis tous les ans à Opérat. Donc on l'a compris, une fois qu'on a transmis la consommation de référence, on va transmettre tous les ans les consommations annuelles qui vont être validées par la plateforme Opérat. C'est une première question. Je continue les questions. Alors, il y avait une question sur énergie finale ou primaire. Alors, si on n'a pas été assez clair, et si je n'ai pas été assez clair, mea culpa, il s'agit bien d'énergie finale dans tous les cas. Et cette énergie finale est transformée en l'énergie primaire. De toute manière, les taux de conversion sont annexés à l'arrêté méthode, de même que les taux de conversion en gaz à effet de serre. Ce qui m'amène à la question suivante. Je continue. Il y a une question qui a trait à la possibilité ou non d'avoir, quand on est par exemple sur des convecteurs électriques, passer à un chauffage centralisé avec une chaudière basse consommation de type condensation. Effectivement, ce n'est pas possible parce que le taux de conversion de l'élec qui est donné et qui est à l'arrêté va faire que d'une solution élec, vous passez à une solution qui est émettrice de gaz à effet de serre, donc il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose. Là, je ferai un aparté parce qu'on voit qu'il y a des, notamment, ça c'est notre rôle en tant qu'énergie manager et connaissant le futur de l'énergie, on voit des solutions hydrogène qui apparaissent qui, demain, vont certainement un hydrogène qui est issu de l'électricité et de l'électrolyse, va présenter, on le pense, un intérêt assez important dans toutes les solutions alternatives à l'élec. Voilà. Fabien, est-ce que tu avais une question pendant que je parlais, à laquelle tu souhaites répondre? J'en vois quelques-unes. Question, comment estimer le temps de saisie sur les… Ah mince, ça a bougé, sur les plateformes, patrimoine, configuration, téléchargement de données, etc. Par PDL. Alors, il faut bien comprendre que le principe de ce type d'outil digital, c'est l'automatisation et non pas la saisie manuelle, même si elle est possible et souvent à des fins plutôt correctives. Ce serait mentir de dire que vous allez avoir tous les mois 100% de vos factures. Le but, c'est plutôt de pouvoir mesurer ce taux-là et puis d'apporter des solutions correctives. Mais par contre, on va être pas loin d'un 90-95%, et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on le fait une fois. On crée ces biens qui sont automatisés avec les fournisseurs, la base patrimoniale, comme je le disais tout à l'heure, un apport en masse. Donc, un projet comme ça peut être géré à l'échelle d'une collectivité, d'un conseil départemental sur un mois. Ça peut prendre 3 mois quand la base patrimoniale, la connaissance finalement de son propre patrimoine n'est pas assez mûre. Donc, il faut le savoir, et c'est aussi le rôle de l'énergie manager de vous aider là-dessus, à préparer ces données-là pour les saisir dans la plateforme. Ensuite, la mise à jour de la plateforme, quand le patrimoine est modifié, peut se faire directement en ligne. Et là, on est sur des actions. C'est tout le principe de ce type de plateforme, et je vous inviterai à le découvrir en phase de démo si vous voulez bien, de pouvoir modifier très simplement. Ce n'est pas du développement, c'est accessible à n'importe quel utilisateur. On nous juge là-dessus, la simplicité d'utilisation, pour rentrer une nouvelle surface, rentrer un nouveau site dans la plateforme, un nouveau point de livraison. Voilà. Donc, on n'est pas sur le développement d'un outil, c'est simplement de la configuration. L'outil énergisme, il existe. Merci. Moi,
Tu avais une autre question ou parce que moi j'en ai vu plusieurs. J'enchaîne un petit peu. J'avais d'autres questions. D'autres employés municipaux peuvent-ils avoir accès à la plateforme en ligne? Alors, elle est complètement multi-utilisateur, cette plateforme-là, c'est-à-dire que c'est un login mot de passe qui est envoyé par adresse mail. Des profils sont définis, c'est hyper important. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir accès en lecture, en écriture aux mêmes informations. Tout le monde n'est pas obligé de voir le même périmètre. Voilà, donc je peux donner des accès, ça ne change pas le prix d'ailleurs, à tous les membres finalement de votre collectivité, toutes les parties prenantes, mais aussi à vos exploitants, par exemple, qui vont aussi venir saisir une partie de l'information ou utiliser cette information-là. Et c'est faisable directement via une interface de gestion des utilisateurs et de création de profils. Donc, vous voyez que vous pouvez donner des accès, par exemple, à des acheteurs énergéticiens. Eux vont s'intéresser qu'à une partie de l'information qu'on retrouve, à un responsable RSE ou à un responsable maintenance opérationnelle qui vraiment va être dans le dur et suivre, par exemple, une chaufferie au travers d'un outil. Je te laisse la main, Olivier. Merci Fabien. Alors moi, ce que j'ai vu comme question, c'était sur la définition de la référence et sur quel patrimoine définir ma référence et comment il est, quand j'ai tout un parc et non pas quelques bâtiments, comment ça se passe? Bah, écoutez, avec différents… alors, il y a une par typologie, par région, par SCI. Alors, a priori, ce qui ressort, c'est que chaque société, par son SIRET, va avoir un certain nombre d'unités foncières qui doivent être rattachées ensemble et on va faire la remontée de ce type d'entité. Là-dedans, il va y avoir des unités foncières qui sont éligibles ou pas. Et pour faire ces prévisions et ces plans d'action à l'échelle d'un parc, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est le point de départ de cette aventure, c'est un état des lieux du bâti, un état des lieux de la production, un état des lieux du comportement du bâtiment. Si on n'a pas ça, on peut compter tout ce qu'on veut dans tous les sens, on n'ira pas très loin. Si on n'a pas une vision patrimoniale et à l'échelle d'un parc, pour reprendre la question, ça va être très difficile de prioriser les actions, de les sérier, éventuellement de trouver des économies d'échelle via des CPE, parce que le CPE, quand on doit activer des aides qui sont toutes les aides liées au C2E tertiaire qui prennent aujourd'hui toute leur ampleur, et on le voit bien, il y a des aides au niveau du bâti, il y a des aides au niveau du service, il y a des aides au niveau des équipements. Il y a 3 types de fiches standardisées qui sont bien définies aujourd'hui, qui vont permettre d'aller assez loin. On va pouvoir modéliser des aides qui sont les aides dont je parlais tout à l'heure au niveau des collectivités, mais qui sont plus longues à mettre en œuvre. Et dans le plan d'action, il est indispensable dès le départ d'avoir une belle vision de ce qu'il est possible de faire sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, pour justement prévoir la mobilisation de ces aides qui sont longues à obtenir, qui dépendent aussi de la disponibilité de l'aide par rapport comment ça s'appelle, aux entités mobilisées. Je pense notamment au FEDER, je pense à tous les éléments. On doit prendre en compte la versatilité des C2E aujourd'hui. Tout ça, ça va influer sur les TRI. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. On peut mesurer ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on a un intérêt à vous parler aujourd'hui ensemble, RS Énergisme. C'est que l'energy management, il a besoin d'un bon état des lieux, d'un bon suivi pour arriver à la juste consommation relative de l'eau. C'est ça le point important de la réunion aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de réunions sur le tertiaire et sur le décret tertiaire aujourd'hui. C'est comment savoir où je vais si je ne sais pas où je suis aujourd'hui et ce qu'il est possible de faire. Donc, un outil patrimonial avec un plan stratégique de patrimoine énergétique, c'est ça, un outil qui va guider tout du long. Fabien, beaucoup de questions. Ouais, Olivier, on va conclure. Je voyais pas mal de questions techniques encore sur la plateforme, de qu'est-ce qui se passe en fin d'abonnement, restitution des données, la réversibilité contractuelle hein, sur ce type d'outil. Donc, toutes les données sont
sont restitués finalement dans un format convenu, donc c'est contractuel. Évidemment, on peut étendre son périmètre à l'eau. Il y a beaucoup d'autres questions sur la partie infrastructure, etc., sécurisation de la donnée. Nous permettrons de vous répondre par écrit. Beaucoup de questions, donc certaines pour lesquelles on n'a pas forcément encore les réponses, donc comptez sur nous pour aller prendre l'info à la source et de faire une réponse globale que vous trouverez avec notre 5Q mail. En tout cas, on vous remercie tous de votre participation, parce que c'est l'heure, c'est la fin. Merci à toi, Olivier. Et puis, merci à toi, Fabien. Et puis voilà, on espère vous retrouver très prochainement dans nos prochains webinars ou en face-to-face, justement pour avancer plus particulièrement sur ces sujets. Merci à tous et bonne journée. Au revoir Olivier. Avec un plaisir. Au revoir Fabien, au revoir à tous et merci de nous avoir suivis.